Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de critique. Aujourd'hui, j'avais le goût de regarder avec vous la production Pan Am. Pan Am qui est une production, dans le fond, designée par la boîte de design Prospero Hall. Et je crois que c'est Funko Games, celui-là qui l'a édité. Laissez-moi regarder. Oui, c'est Funko Game. Prospero Hall, souvent quand on parle de designer, on parle soit d'une personne ou d'une collaboration. Mettons, je sais pas moi, Nucleum, c'était David Turczi, qui est super connu surtout pour ses designs de mode solo, avec Simone Luciani. Je crois que c'était Marco Polo, mais entre autres, il a fait Darwin, il a fait Barrage, en fait, il a co-designé Barrage, il a co-designé Newton, donc Simone Luciani connu. Ici, c'est une boîte de production, Prospero Hall. Ils ont un catalogue assez important de production, mais les deux plus connus, et je pense que vous allez être surpris, c'est le premier jeu Horrified, qui a été très, très, très populaire, et qui a lancé une série. Ils sont rendus à quoi, 3 ou 4 jeux maintenant, mais le premier qui me semble le meilleur, du moins c'est celui que j'ai essayé puis avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir le temps que ça a duré, m'a bien servi là, pour le temps que ça a été. Ils ont aussi toute la ligue des Villainous, qui je crois est assez bien connue. C'est pas tout à fait mon ballpark là, pour de jeu, pour jouer. Mais je crois que c'est très populaire auprès des gamers. Aujourd'hui, j'avais voulu vous parler de Pan Am. Pourquoi? Ben parce que il n'est pas tellement connu. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Puis je me suis dit, ben écoute, c'est peut-être une belle occasion de vous en parler. Donc, on s'en va de l'autre bord. On regarde comment un tour de jeu se produit, un petit peu là, les grandes lignes là, d'un playthrough. Puis après ça, on revient pour la critique morceau par morceau. Une partie de Pan Am se joue en 7 rounds, chaque round étant séparé par 4 phases. La première phase va correspondre à montrer la carte d'événement du présent round. La carte d'événement va nous dire qu'est-ce qui va affecter les joueurs, va affecter le prix des actions qu'on voit ici dans le coin, et dira à la fin combien de fois Pan Am essaiera d'agrandir son réseau. Un coup que ça c'est fait, on ajuste le prix de l'action dans le coin, suivant la carte d'événement, et ensuite, on va faire le tour de ce qu'on appelle les tours d'ingénieurs. Les tours d'ingénieurs, qu'est-ce que c'est? C'est chaque joueur va à tour de rôle, à partir du premier joueur, placer ses ingénieurs, représentés par ces petits pions-là, sur la carte. La particularité, c'est que toutes les tracks verticales, on en a une ici dans le coin, on en a 4 ici, et on en a 2 ici, et au round 3, on en ajoute un, et au round 6, on en ajoute un autre. Toutes les tracks verticales correspondent à de l'encan, du bedding. Et si on place sur les tracks horizontales, ce sera en ordre des gens qu'ils ont placés afin de les exécuter au moment venu. Donc, exemple. Moi, je commence et j'ai envie d'acheter une carte ici. Alors, je détermine que son prix de départ est de 0. Le joueur rouge va dire, ben moi, j'ai envie d'acheter la carte qui est ici. Moi, je dis, non, soit je ne veux pas que tu l'ailles, ou moi, j'ai envie de l'avoir, et je vais surenchérir en disant, moi, je suis prêt à payer 2 pour l'avoir. Le pion du joueur rouge retourne alors dans son stock. Et le joueur rouge pourra soit surenchérir ou aller ailleurs et de dire je vais aller ici dans la place qu'on appelle les directives. Et le jeu va se produire comme ça à mesure que les joueurs vont placer des pions. Donc ici,
Je vais en placer un petit peu partout, juste pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et pour briser un petit peu là, le rythme du jeu, je vais en mettre un peu ici pour l'exemple. Je ne dis pas que je les ai bien placés, évidemment, mais l'idée ici, ça va être un jeu d'enchères. Donc, on met nos pions. En ce moment, c'est tout ce qu'on fait. On n'active pas les actions, mais les actions horizontales, on les a mis un après l'autre. Et les actions verticales, on les active, on détermine le prix de base et ensuite on réenchérit d'une étape seulement à la fois. On ne peut pas en skipper deux. Et là, on a fait la phase d'assignation. Ensuite, on va passer à la phase de résolution de chacun des tours. Alors, en ordre de lettres, donc de A, B, C, D et E, les joueurs vont, dans le fond, déclencher chacune des portions du tableau de jeu. Donc, on commence à A, il n'y a qu'un seul joueur, le joueur rouge. Le joueur rouge a déterminé qu'il est prêt à payer 3, donc on va ramasser son truc, pour placer un aéroport là où il désire sur la map. Donc, on présume que le joueur va payer 3, donc je remets 5, je vais aller chercher mon change. Et il peut mettre un aéroport là où il veut. On va voir tantôt, quand on va regarder là, la résolution des routes, à quoi sert un aéroport. Donc, je vais le mettre ici à New York. On va continuer, parce que plus personne n'a A. Et rajouter un aéroport permet au joueur d'augmenter son revenu de 1. Rendu à l'étape B, destination, chaque joueur va payer s'il y a un coût ou rien s'il a 0 et il pourra prendre les cartes sur lesquelles il a betté. Donc, dans le cas du joueur vert, il va ramasser ces 2 cartes-là et les mettre dans sa main. Les cartes restantes auront, au tour suivant, elles vont rester là, mais en plus, elles auront un bonus monétaire dessus pour encourager les gens à aller chercher ces cartes destination-là. À l'étape C, les avions, les joueurs vont pouvoir aller chercher et augmenter leur flotte d'avions dans leur hangar. Donc, de bas en haut, le joueur vert décide d'aller chercher un petit trimoteur pour la coquette somme de 0. Et il rajoutera cet avion à sa flotte. Le joueur rouge, à son tour, pour la coquette somme de 2 sous, qu'il a ici dans sa banque, pourra aller chercher un avion rouge de la catégorie Clipper, qu'il pourra rajouter ensuite à sa flotte. À l'étape D, chaque joueur va essayer de construire des routes entre 2 points. Une route, c'est toujours entre 2 villes. Donc, on peut regarder ici un petit peu et on voit que chacune des routes a des couleurs. Il y a 4 couleurs et il y a 4 valeurs. Des valeurs de 1, de 2, de 3 et de 4. Pour les gens qui sont daltoniens, colorblind, chacune des couleurs est aussi démontrée par un logo qui peut aussi aider, même si on n'est pas daltonien, à les retrouver facilement. Donc, l'aigle, le soleil, l'espèce d'architecture un peu victorienne et le tigre ici. Pour bâtir une route, un joueur doit compléter plusieurs des conditions qui permettent de relier 2 points. Départ ou arrivée doit avoir un aéroport et ou le joueur doit avoir dans ses mains la carte qui correspond à son départ et ou son arrivée afin de le mettre dans son tableau. S'il n'a pas
une carte, la carte de la ville. Il peut prendre une carte de la même couleur, mais la discarter pour avoir un droit d'atterrissage ou de décollage dans la ville. S'il n'a pas une carte de la même couleur, il peut discarter deux cartes de même couleur, de couleurs différentes de la ville de départ ou d'arrivée. C'est probablement le règlement le plus complexe là, à se tourner la tête autour. Et c'est ça qui permet d'établir une route. Présumons que le joueur pouvait atterrir aux Bermudes. On va le présumer présentement, ma main ne me le permet pas. Alors, qu'est-ce que le joueur fera? Il prendra un avion de valeur égale ou supérieure. Dans ce cas-là, c'est un 1, donc je peux prendre l'avion le plus faible. On peut reconnaître la force des avions par le nombre de lignes qu'elles ont sur les ailes. Donc ici, on voit, il y a une ligne. Et si je prenais le clipper, on voit qu'ici, il y a deux lignes sur les ailes. Si pour vous, c'est très petit, il y a aussi les dessins sur le côté pour vous aider. Un trimoteur C1, un clipper C2, et ainsi de suite. Le joueur mettra son avion sur la route pour montrer que cette route lui appartient et il pourra monter son revenu, son income de la valeur de la route. Ici, c'est une route à 1 et donc, j'augmente de 1. Et on va ramasser son travailleur. Finalement, nous allons exécuter la phase E. La phase E, on laisse les ingénieurs là, chaque joueur à tour de rôle ira piger une carte directive. Qu'est-ce que fait une carte directive? Une carte directive permet, c'est une carte dans le fond là, qui brise les règlements. Donc chaque joueur, à main fermée, ira piger des cartes directives. On verra lors de la revue exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je peux peut-être vous en montrer une quand même. Là. Bon, vous voyez, à la fin de la partie, c'est end of game, on peut avoir une action à aucun coût. On va voir bientôt à quoi servent les actions. Donc, on a exécuté les 5 phases. On les a exécutées. On les a placées, on les a exécutées. Maintenant, la 4e phase, qu'on appelle la phase Paname. La phase Paname va commencer par une phase d'expansion. Paname va brasser un dé, le nombre de fois que c'est indiqué sur la carte d'événement qui est présentement en jeu. Donc, je passe le dé et par les logos ici, à partir de Miami, qui est le point 0, dans le fond, la ville de fondation de Paname, Paname va indiquer quelle route il va acheter. C'est un achat obligé. Donc, on part de Miami, il va agrandir sur la route avec des points et sur la route avec des carrés. Donc, à partir de Miami, il y a ici une route à points et il y a une route avec des carrés. Ce qui signifie que ces deux routes-là, maintenant, sont inaccessibles aux joueurs. Si, par exemple, l'état du jeu avait eu l'air de ça, l'achat est obligatoire, il n'y a aucune négociation, Paname, c'est un tank, il nous ramasse. Donc, il met ici, le joueur rouge perd son revenu, mais Paname lui paye une valeur fixe pour la valeur de sa route qui est écrit ici. Alors, pour une route à 1, Paname paiera au joueur rouge 5 sous. En plus, le joueur rouge pourra récupérer son avion qui lui permettra d'acheter des routes supplémentaires au prochain round. Ensuite viendra la phase de revenu. Alors, le revenu du joueur vert est à 0, donc il n'aura pas plus d'argent. Et le joueur rouge a un revenu présentement de 1 et donc fera, la caméra ici, 1 sou. Et ensuite viendra le dernier step de la 4e phase du premier round, qui est la phase d'action. Chaque joueur devra
ou pas acheter des actions au prix des stocks qu'il y a ici. Alors, il y a une pile d'actions. Alors, disons, pour la valeur de 3, le joueur vert décide d'en acheter 2. Donc, comme ça. Et il pourra acheter 2 actions. Ici, le joueur, et disons qu'il décide de faire la même chose. Donc, il paiera 6 et achètera lui-même 2 actions. Le jeu va tourner comme ça pendant 7 rounds et le joueur gagnant est celui qui aura le plus d'actions de Paname. Donc, les actions sont importantes parce que ce sont ça qui va régir les points de fin de partie. Et ainsi de suite. Alors, on aurait fini ici le premier round et on va continuer. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ici, on a un petit flavor text. Deuxième round. On a ici qu'est-ce qui va se passer, la valeur de l'action et l'expansion. Alors, on va continuer. On va placer nos ingénieurs. On va les résoudre et on va jouer avec l'expansion, l'argent et les stocks. Chose particulière, et j'ai fait exprès, on va mettre ça ici. Donc là, techniquement, on est rendu au deuxième round et donc le joueur vert va être devenu le premier joueur. Avant de partir la course au premier joueur, ceux qui ont placé des ingénieurs dans la ligne directive ont une priorité. Dans le cas présent qu'on a devant nous, le joueur rouge a une priorité. Il prend ça et, disons, lui veut s'acheter un avion ici. Ensuite, le joueur vert a une priorité. Il placera son piton ici. On présume que j'ai rempli ici les magasins. Le joueur vert peut encore avoir priorité et disons qu'il vient ici faire des routes. Maintenant qu'on a joué les joueurs prioritaires, on peut maintenant engager la rotation normale à partir du premier joueur en clockwise, là, en mode horaire. Et c'est comme ça que se passe un tour de Paname. Donc, on révèle la carte d'événement, on va placer nos ingénieurs, on va résoudre chacune des places, Paname va agrandir et soit bloquer et ou acheter des routes, nous allons avoir un revenu, nous allons acheter des actions et donc des points de fin de partie et on fait ça pendant 7 rounds jusqu'à la fin et le joueur qui a le plus d'actions est le gagnant. Il y a un tiebreaker à la fin auquel, honnêtement, je ne me souviens plus. Je crois que c'est l'argent résiduel en poche qui devient le tiebreaker. Si ce n'est pas le cas, ce sera le nombre d'avions dans la flotte. Donc, c'est comme ça qu'on joue une game de Paname. On va y aller avant de dire mon feeling sur ce jeu-là. On va faire le tour morceau par morceau. Comme se veut, je dirais bien la tradition, mais c'est seulement la deuxième revue sur la chaîne. Par contre, j'essaie d'y aller plus d'une manière objective, là, selon mes goûts et mes tendances. Morceau par morceau, ça me permet de vous parler un petit peu aussi là, des règles qui sont attachées. Puis à la fin, je vous donne un ressenti global basé sur mon expérience. Mais je ne peux pas rentrer dans cette critique-là sans d'abord adresser quelque chose. Généralement, quand on va parler d'un jeu de société, ben, on pense à des T-games, des euros, des jeux d'initiés. Paname, par Prospero et édité par Funko, ça se veut un jeu, les Anglais ils appellent ça du mass market. Là, pour nous autres, là, des grandes surfaces. C'est un jeu qui devrait être vendu dans les Target. Donc, oui, je vais faire des commentaires qualitatifs sur le matériel et sur le jeu en général, mais ça ne se compare pas à un jeu qu'on va trouver dans une grande boutique. Il faut le regarder par rapport à Martin, il a déjà mentionné là, dans un des podcasts que lui, il compare toujours ça à du Monopoly. Si tu es prêt à payer 30$ pour Monopoly, ben, part de ce référentiel-là, puis après ça, extrapole. Mettons, si tu payes un jeu 60, ben, ça vaut au-dessus 2 fois Monopoly. Lui, c'est sa façon de réfléchir. Je ne dirais pas que je vais aller 100% dans cette avenue-là, mais on s'entend que ça
c'est un jeu qui, en dollars canadiens, selon où tu l'as, les ventes et compagnie, tu peux l'avoir à peu près n'importe où entre 25 et 40 dollars. C'est ça la valeur du jeu. Donc, je veux partir de ce côté-là avant tout. Donc, on commence la revue. On va parler du board. Donc, je vais te cleaner ça ici un petit peu. On va enlever un peu les gugus. Puis on va regarder. Le board, esthétiquement, tu peux voir qu'il est très simple. Il est assez même monochrome. Hein? C'est bleu, c'est blanc-gris. Malgré tout, je trouve que ce n'est pas triste. Le bleu, il est moucheté avec des ondes plus foncées, là où les océans se veulent plus profonds, et moucheté un petit peu plus blanc dans les baies. Si on regarde les continents, ben, eux autres aussi, ils ont mis de la texture. Je ne dis pas que la texture est réelle par rapport à la topographie des secteurs, mais quand même, ça rajoute un élément de texture qui évite le strictement blanc sur bleu. J'aime aussi beaucoup là, l'espèce de... comme si c'était des étampes où il manquait un petit peu d'encre. Par contre, si tu remarques, là, il y a des gros creases. C'est un board à l'ancienne. Ça veut dire que généralement, maintenant, pour éviter ça, ben, ils sont coupés et on les plie à l'envers. Donc, la portion de jeu est souvent à l'extérieur du plateau. Ici, c'est un board à l'ancienne qu'on plie sur lui-même. Donc, tout ça est bien protégé, mais ça fait en sorte qu'il y a des creases, là, des plis qui sont importants et hautement visibles. Jamais dans aucune de mes parties, ça a causé problème. Sinon, pour le reste, le board est assez simple. Les trois routes que Panam prend sont identifiées ici avec des points. Par contre, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que il y a des fois où Panam, j'essaie d'en trouver une ici dans mes cartes. Est-ce que j'en ai une? Ouais, prends ça ici. Ici, on va dire que Panam, au début de la phase d'expansion, Panam va, avant de commencer ça, va tout de suite aller sur le chemin asiatique-pacifique. Oui, ok, c'est beau, c'est assez évident. Ben, en tout cas, c'est assez évident. Ici, là, bon, c'est la côte ouest américaine, donc ici, ça serait le Pacifique. Puis là, quand on s'en va vers Tokyo, Shanghai, on se doute qu'ici, c'est asiatique. Malgré tout, le dé est défini avec des logos. Ici, on nous mentionne la route. La carte est définie en logo, mais nulle part sur la carte, il y a la charte pour nous aider à identifier quelle route est quoi. Ce n'est qu'à une seule place dans le livre d'instructions où on en fera mention. Il y a juste une place. Attends un petit peu, là, je vais essayer de te retrouver ça. Et colique. Je peux pas croire que je peux pas te le retrouver là. J'ai l'impression que je vais faire un petit fast-forward dans ce secteur-là ici. Et voilà, dernière page ici. Et c'est la seule place où on nous les mentionne. Je te dirais qu'après une partie, là, puis peut-être même 2-3 tours, c'est assez évident. Mais, c'est pas comme s'il n'y avait pas de l'espace. Mettons, là, on aurait facilement pu mettre ça ici, ou le fait que les routes sont là, on aurait pu mettre la mention ici pour les 3 types de routes. Surtout que c'est pas trop loin de Miami. Miami étant le ground zero là, où Panam a été développé. Fait que ça a été un petit truc qui m'a un petit peu fatigué et ça me permet encore là de faire de l'autopromotion pour dire que j'ai fait des petites cartes d'aide justement pour ces trucs-là pour le jeu Panam, disponible sur BGG. Et vois-tu, gars, ici, là, je disais, glisse-moi sous la portion D. Alors, tu glisses ça, la façon que je l'ai designé, c'est que tu glisses ça ici. Et, mine de rien, maintenant, tu as ton aide de jeu.
Et j'en profite aussi pour dire que en regardant mes cartes, c'est peut-être les éléments qui manquent un petit peu au niveau de l'aide. Si jamais à un moment donné tu t'embarques dans des dépenses et que tu n'as pas assez d'argent, tu dois absolument vendre des actions. Et la valeur des actions, c'est la valeur courante moins 2 piastres. Ça non plus, c'est pas écrit nulle part. Donc, il y a une carte pour ça. Quel autre point? Les aéroports, de ne pas oublier d'augmenter ton revenu de 1. Ça aussi, ça aurait peut-être été cool quand dans une petite fête de jeu, parce que ça, c'est une règle qu'on a tendance à oublier. Et il y en a là quelques-unes comme ça. Là. J'ai fait quelques cartes d'aide, mais c'est tous des trucs à glisser. Puis il y a des fois, là, les gens qui connaissent le jeu vont dire, voyons, Eric, c'est pas compliqué à se rappeler. C'est pas compliqué à se rappeler quand tu viens de l'acheter, tu as joué 3-4 games d'affilée, mais quand tu le remets dans la boîte puis tu ne le ressortiras pas pendant un an. Un an après, ça se peut que tu oublies. Et pour moi, je vois toujours un jeu comment il est à apprendre et comment il est à ressortir 4, 6 mois, 12 mois plus tard. Les règles, quand tu viens de les apprendre, elles font du sens, sont évidentes, mais c'est un jeu mass market que je pourrais jouer avec mes parents. D'ailleurs, je l'ai déjà joué avec mes parents. Ben, ça, c'est toutes des petites règles qui, moi, quand je le fais le teach, c'est facile pour moi à oublier. Puis c'est facile aussi à eux à oublier. Donc, d'avoir des aides comme ça peut aider tout le monde. Donc, pour moi, ça aurait peut-être dû être autour du board. Autrement, rien d'autre à rajouter. Il est fonctionnel. Il n'est pas très détaillé, mais je crois qu'un coup, tu as mis tous les avions, tous les jetons Paname, comme je t'ai montré tantôt. C'est correct qu'il soit monochrome comme ça quand je te le montre, parce que sinon, ça aurait fait beaucoup trop de bruit et on aurait fini par s'y perdre. Donc ça, c'était pour pour le board. Allons-y peut-être avec les grandes cartes, les cartes d'événements. Je les aime beaucoup. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que par round, tu en as 4 que tu devras choisir au hasard. Donc, tu les sépares. Là, ici, je ne les ai pas séparés. C'était probablement ma dernière partie. Fait que 1, 1, 1. Donc, tu prends les 4. 1. Attends. 7 et 1. Ben, en fait, tu devrais faire, tu prends les 4 7, tes brasses, tu mets 7, 6, 5, 4, 3, 2, puis à la fin, tu prends les 4, 1, et tu mets ça sur le dessus, et tu auras ton deck de 7 cartes. C'est important parce que ça va faire moduler le prix de l'action, ça va faire moduler l'agressivité de Paname à vouloir s'étendre, et je crois qu'il y a aussi un facteur historique parce que chacune des tranches, mettons que ça représente, on va dire 10 ans, on va dire là, que chacun des rounds représente 10 ans, ben tu as des événements, mettons ça pourrait être la Grande Dépression, ça pourrait être la Deuxième Guerre mondiale, ça pourrait être les grands événements qui ont influencé le marché de l'aviation. La qualitatif, bien correct. On sent que c'est un centre cartonné. Ça n'a pas le fini des cartes des plus grosses productions. Ce n'est pas du Awaken Realm, mais c'est très bien fait. Sont pas molles. Par contre, ils sont cartonnés, fait que si moindrement tu chips ta carte, elle va finir avec un pli dedans. Là, ça, je pense pas que tu vas être capable de la ramener. J'aime beaucoup les cartes, le design, sont faciles à lire. Ici, tout ce qui est ici sert à rien, mais il y a une photo qui ressemble à une photo d'archive avec un petit texte et un petit peu de flavor. Et encore là, je trouve ça de très, très, très bon goût. On voit que le stock, des fois, il peut être défini de façon fixe, mais des fois, il va dire simplement l'action monte ou l'action descend. Alors ça marche très bien. C'est pas extraordinaire, c'est pas, j'ai pas fait comme waouh, ça vient de changer ma vie, mais c'est de très bon goût, ça marche très bien. Donc là-dessus, rien à dire, ni qualitatif, ni au niveau de ce que ça apporte ou enlève, c'est un plus. Les petites cartes, par où qu'on commence? On va commencer avec les cartes de points. Donc, les actions. Donc, ce sont des cartes de points.
Parce qu'ils sont plus petites, c'est le même fini cartonné, mais le fait qu'ils sont plus petites, ils donnent une impression d'être plus rigides. C'est des dénominations de 1 et des dénominations de 5 dans deux couleurs, donc 5, 1, bleu et noir. Ça aurait pu être juste des jetons. Ils ont fait comme si c'était vraiment des petites actions. C'est de bon goût et j'aime bien ça et ça se compte bien, ça se brasse bien. Rien à dire là-dessus. On aime ça. On continue avec les petites cartes, les cartes directives. Les cartes directives, même chose au niveau qualitatif. Et encore là, son texte est heavy, mais c'est dans un font qui est facile à lire. Et la façon qu'ils sont faites, si tu regardes bien, ça dit qu'est-ce que ça te permet de faire et ça dit quand est-ce que tu peux l'activer. Donc, c'est super clair. Donc, ici, c'est à la phase de résolution pour, dans le fond, au step, là, à l'étape D. Si on regarde ici à la phase de résolution, à l'étape C. Puis si on regarde ici, si tu le joues, c'est upgrade un de tes avions. Généralement, c'est de un niveau. Ici, là, ils ne l'ont pas dit, là, mais tu ne pars pas des trimoteurs pour aller au jumbo jet. C'est de 1. Mais c'est facile à voir. Ici, tu peux, vois-tu, quand tu révèles la phase d'événement, tu peux activer quelque chose. Et comme ça arrive souvent dans ces jeux-là, ce sont des cartes qui sont là pour, j'appelle ça un petit peu briser les règlements. Moi, j'ai bien apprécié. C'est toujours le fun à un moment donné de sortir, puis boum, je peux faire ça. Ça peut casser un petit peu les stratégies. Quand tu sais qu'un de tes adversaires là, court après une carte ou après une stratégie particulière, ça te permet de faire des trucs et je crois que tu peux même aller lire la carte du prochain événement. Là-dedans, là, généralement, les cartes sont en peut-être 3 ou 4 copies. Donc, tu sais, ça te permet de savoir est-ce que l'action va monter ou descendre pour savoir combien tu veux en acheter. J'ai beaucoup aimé ce petit deck-là. Les cartes de route. Les cartes de route, encore là, elles sont en plusieurs copies. Le graphique, très simple, mais de très, très, très bon goût. Toujours dans les couleurs qui sont représentées par la route. Donc, il n'était même pas obligé de faire ça, mais ils l'ont fait. Puis, j'aime beaucoup. On voit que le dessin représente un petit peu la ville. Donc, Rome est ici avec le Colisée. On voit ici Paris avec la Tour Eiffel. J'ai peut-être oublié de bien cadrer. Là, je regardais plus en bas de la caméra plutôt qu'à l'écran. Ici, on voit ici New York. Là. Donc, tout ça, c'est de très, très, très bon goût. Ce qui m'amène à la règle qui est compliquée pour... Non, laisse-moi te redire ça autrement. Ce n'est pas compliqué, mais la première fois que tu joues, ce n'est pas instinctif. Et je vais te sortir la page de règlement, je pense la page 11. Non, pas tout à fait. Attends un petit peu. C'est la page de règlement qu'à toutes les fois que je joue. Et voilà, la page 7. Ça, là, à toutes les fois que je joue, je la laisse ouverte parce que c'est probablement le règlement du jeu qui est super bon. Ça rajoute une dimension, le fun au jeu, mais cette règle-là, elle est difficile à enseigner et elle est difficile à appliquer à tes premières parties. Je dis bien aux premières. Comme tous les jeux, puis comme je te dis, c'est un jeu grand public, là, ça ne se veut pas quelque chose de super complexe. Mais ça, tout le monde a accroché. Pour réclamer une route, on va prendre ici, là, parce qu'elle est à côté des règlements, là, on va dire qui part de Bathurst ici et qui descend la route de niveau 3 et qui descend ici jusqu'à Natal. Cette route-là, de valeur 3, est définie par 2 points. Et ça, c'est la première chose, c'est que ça te prend des droits, selon les terminologies des instructions, des droits d'atterrissage dans les 2 villes pour réclamer la route. Il y a du monde qui,
parce que j'appelle ça le point, il est là, les gens pensent toujours à la ville, mais en fait, tu mets toujours ton avion sur le petit losange ici avec le chiffre. Donc, tu dois toujours faire le calcul pour les deux places. Alors, chacune des villes, et ici, là, les 4 conditions, ce sont des et ou. Ça veut dire que quoi, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de statistiques, là, mais je crois que c'est 4 x 4, là, donc je pense que c'est 16 combinaisons. Chacune des villes, pour avoir un droit, c'est d'avoir un aéroport, c'est d'avoir une carte de la ville là où tu veux atterrir, et tu la mets essentiellement dans un tableau. Tu la mets devant toi, elle est jouée. C'est de discarter une carte de la même couleur. Discarter, donc, tu la sors de ton tableau, tu la mets dans discarte. Et, ou sinon, c'est de discarter 2 cartes de la même région, donc de la même couleur, qui sont différentes de la couleur de la région où tu veux être. Donc, si je veux atterrir à Bathurst, qui est mauve, ben, ça veut dire que je peux discarter 2 bleus, je peux discarter 2 oranges, je peux discarter 2 vertes, mais pas 2 mauves. Pas une mauve et une bleue. Pourquoi? Parce que tant qu'à faire ça, je vais juste discarter ma mauve, parce qu'ici, c'est discarte une carte de la même couleur que la région. Et tu dois faire cette validation-là des 4 pour les 2 points d'atterrissage. Et ce règlement-là, c'est le règlement qui mélange tout le monde et sur lequel il y a le plus de commentaires parce que c'est toute une question de timing. Est-ce que je peux le faire en même temps que les deux dans le même tour et compagnie? Donc ça, à faire attention, page 7, là, mais c'est la page, mais c'est la seule règle, je dirais, qui est peut-être moins intuitive / moins élégante. Donc, essentiellement, pour les cartes, je pense qu'on a fait le tour. On va aller, mettons, présentement, on va aller dans les plateaux de jeu. Cartonné et, je te dirais, probablement le même cardstock que les cartes. Mince, on pourrait dire, mais quand même, je ne sais pas si ça va paraître, regarde, il y a un petit fond un peu... Non, ça, on ne le voit pas comme ça, on va le voir avec la lumière, comme si c'était du cuir. Donc, c'est de bon goût. Ça fait très bien ce que ça a à faire. Tu as ici ton revenu. Tu as une place pour ta flotte, mais regarde. Moi, tantôt, là, quand je t'ai fait le play-through, je faisais juste lire la séquence ici. 1, 2, 3, 4. J'aurais préféré personnellement 1, 2, 3, 4, mais probablement que ça ne fitait pas à cause du nombre de lignes. Ici, le 3 lignes plus donc les 8 lignes auraient peut-être débordé un petit peu. Puis ça aurait été trop collé ici, donc ils l'ont fait à l'horizontale. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça vertical. Je trouve ça bizarre. 1, 2, 3, 4. Mais je le vois très bien ici. Là, c'était une question probablement d'organisation. Super bien, ça veut dire que tous les joueurs ont le round sequence devant la face. Après ça, on pourrait dire « Ouais, mais c'est cheap, ça aurait été le fun dans le carton. » Je veux juste rappeler que Terraforming Mars, c'est un jeu qui, au Québec, coûte probablement encore 70-75$. Puis, c'est un jeu de 2016. On est rendu en 2025 au moment où j'enregistre ça. C'est un jeu de 9 ans. Et c'est encore ça qui vient dans la boîte de base. Et les coins ne sont même pas arrondis. C'est des coins carrés qui finissent par plier ou par se froisser. Ça ne warp pas ou à peu près pas. Ça fait très bien la job que ça a à faire. J'ai rien à dire. S'il y avait eu plus d'interaction dessus, mettre plus d'objets, avoir plus de compteurs, j'aurais probablement été beaucoup plus critique par rapport à ces player boards-là, mais parce que c'est rien que pour une track, mettre des joueurs puis se rappeler de ça, ça fait très bien la job et je m'en plains pas. On a fait le carton, tant qu'à être dans le carton. Les pitons de Paname ici, c'est très bien. Dans le fond, c'est juste des bloquants. Je trouve ça cool qu'il l'ait fait, qu'il l'ait orienté comme le plateau de jeu. C'est-à-dire que si on regarde ici, là, puis je t'amène
dans ce point-là, ben, tu sais, il aurait pu dire que c'est un carré. Non, non, on reste en forme losange. Donc, c'est de bon goût, ça fait ce que ça a à faire. Est-ce que ça aurait été mieux qu'ils mettent une autre couleur blanc autour parce qu'à un moment donné, ça se dilue? Oui, mais ça dérange pas. Là, il y en a juste un, ça peut paraître un petit peu difficile à voir dans le contraste, mais un coup, tu commences à en avoir beaucoup. On les voit très, très, très bien. Par contre, l'argent, elle se manipule très bien. Le niveau de le carton est épais. D'ailleurs, c'est tous les mêmes punchboards, là. Fait il y a un petit peu, là, on va voir ici, il y a un petit peu des picots. Bah, c'est correct. L'argent, par exemple, je trouve ça triste, là. Les 1, les 5, j'aurais peut-être préféré d'avoir eu juste des petits rectangles, puis que ça ait l'air d'un billet de monnaie, au même titre qu'ici, ils ont fait les actions comme c'était des actions. Donc, je ne dis pas d'avoir des cartes de monnaie, mais ça aurait peut-être été cool qu'au lieu d'avoir des pastilles, ils aient fait juste des petits rectangles, puis ça ait l'air des... ce que j'ai déjà vu, là, des Dead Presidents, là, donc d'avoir des petits billets de monnaie avec le 1 et le 5. C'est correct qu'ils n'aient pas mis de valeur à côté, 1 million, 2 millions, parce que la valeur de l'argent étant ce qu'elle est, puis les gens auraient fini par dire, ben ça n'a pas de bon sens la valeur, donc on comprend que c'est toutes des valeurs relatives dans le jeu, mais sinon je trouve ça plutôt tristounet d'avoir ça. Par contre, ça marche très bien, ils se prennent bien, quand ils empilent là, comme ça, tu sais, c'est... La grosseur, elle est bonne, la grosseur des pions, elle est suffisante, elle est bonne et elle est de bonne qualité cartonnée. Pour les actions ici en bas, ceux qui ont déjà joué à Horrified reconnaissent un petit peu là, le genre de petit standee qu'on a. Je crois qu'entre autres, c'était le bateau là, sur la mare de la créature, là, ou le lagon de la créature qui était fait un peu pareil. Moi, je suis très satisfait, j'aime ça des standees. Surtout que c'est pas un standee en carton là, avec un autre petit coche en dessous. C'est un standee en plastique. Donc, ça veut dire que ça se tient bien, c'est de bon goût, il y a une semi-transparence dessus, rien à dire là-dessus. Le dé, on l'aurait peut-être voulu avec les coins arrondis, mais sinon, encore là, il est très lisible. Il est gravé. Et les gravures, là, tu sais, il n'y a rien qui bleed, là. Il n'y a pas, tu sais, ça, c'est un carré ou c'est des diagonales. Tout se lit très, très, très bien. Lorsque le dé tombe sur Paname, lors d'une phase d'expansion, c'est que le joueur est libre de vendre une de ses routes à Paname. Et si je me rappelle bien, il faudrait que je relise les règlements, mais c'est n'importe quelle route. Donc, même celles qui ne sont pas sur les 3 lignes présentement nourries par Paname, je pense que tu peux vendre ce que tu veux. Puis souvent, là, ça peut être bon, là, ici. Tu sais, tu vends une route à 3, ben, tu reçois 12 en argent, ça te permet des fois de faire des beaux coups. Donc ça marche très bien. On aurait peut-être juste voulu avoir les coins arrondis. Après ça, premier joueur, tout comme ça. La seule affaire qui est mélangeante, c'est qu'ils ont mis le même logo que les ingénieurs. Puis, il y a toujours quelqu'un qui pose la question, hey, y a-t-il une valeur si je fais ça? Donc, il aurait peut-être dû juste mettre le logo de Paname ici à la place là, pour éviter de créer un problème d'interprétation. Mais sinon, c'est bien, bien, bien correct. Surtout qu'il est gros, il est difficile à oublier quand on se le passe autour de la table. Sinon, dans les éléments cartonnés, on a ici les 2 bloquants pour les 2 avions qui vont arriver plus tard. Puis ici, là, sont identifiés. C'est encore un excellent carton. C'est la même chose. Donc, tu vois que ça se tient bien. Tu as le rappel de quand est-ce qu'il faut l'enlever. Tu as l'image. Tout ça, encore là, c'est de très, très, très bon goût. Et ça, c'est vrai dans les 2 cas. Donc, ils auraient pu nous donner une petite carte molle. Non, ils nous ont donné une belle pièce cartonnée. Ça, encore là, j'aime bien ça. Là, en fait, c'est juste que je trouve qu'en plus, ça va avec l'esthétique. Donc, l'avion est bien dessiné, sans un surplus de détails. Tout est bien identifié à savoir quand l'enlever, quand pas l'enlever. Donc, très bien. Les avions et toutes les pièces de plastique. Je m'éloigne un peu du micro, on revient.
Les aéroports, encore là, tu sais, c'est bien fait. C'est comme une petite miniature. Il n'y a pas un surplus de détails, mais moi, je trouve ça de très bon goût. Puis, ça habille bien le plateau. Donc, ça, super bien. Puis, la base fit bien aussi dans le rond. Donc, on voit que c'est pas juste une pièce de plastique faite à peu près, puis boum, ça fait un job. Non, tu vois qu'il y a eu un effort complet là, de faire en sorte que le design graphique avec le design des pièces fit ensemble. Cubes, c'est des cubes de plastique. Si tu as déjà joué à Tapestry, tu vas reconnaître les cubes. Donc, ça ressemble un petit peu aux gros cubes de Terraforming Mars sans avoir là, la petite peinture brillante dessus. Ça fait très bien ce que ça a à faire. Vous savez que j'aime ça les cubes. Vous ne pouvez pas vraiment le faire en bois parce que tu as déjà des morceaux en plastique. Donc là, d'avoir deux types de matériaux. Puis, ça glisse bien. Donc ça, pour ce que ça a à faire, ça remplit sa mission. Les pions, c'est sûr que ça fait très old fashion, là, parce qu'on appelle ça un ingénieur, mais pour l'ingénieur, ben, ils ont fait une roue dentée, c'est comme si c'était des engrenages. Ça fait très, encore là, ça fait très oldies, mais on dit ça, puis Pandemic, là, qui n'ont vendu là, des milliers, c'est pas des millions, fonctionne quand même avec des... Ça fonctionne pas avec des miniatures, là, c'était des pions de couleur. Donc ça aussi, ça se fait bien. Puis mine de rien, là, juste la petite boule au bout, ça fait en sorte qu'il se prend bien. Donc encore là, la manipulation, quand tu retires, là, puis tu les prends comme ça entre tes doigts, il te glisse pas entre les doigts. Encore là, j'aime beaucoup. On va aller. Un peu, faut que je te sorte ça. Je vais essayer de voir de te faire une démo de musée dans ma main. Heureusement, j'ai des grandes mains. Et voilà. J'aime beaucoup. Regarde quand même, il n'y a pas grand détail. Ils n'ont pas fait les hublots, ils n'ont pas fait ça. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'effort à les mettre. Il y a même des petites pattes ici là, pour qu'ils se tiennent bien. Le Jumbo Jet. On sent par contre que c'est peut-être un peu fragile. Puis on est porté, je ne sais pas pourquoi, aux premières parties, le 1 et le 2, pourtant il y en a un que les ailes sont en dessous et les ailes sont au-dessus ici. Ça, on les mélange tout le temps. Et autant pour le 3 et le 4, on n'a jamais de problème. Probablement parce que 1, les modèles sont franchement plus gros et 2, c'est les ailes en V versus les ailes droites. Ici, l'histoire des petites lignes sur les ailes m'a beaucoup servi au début là, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, je ne sais pas si tu le vois bien. Là, ici, tu as une ligne. Ici, tu as deux lignes. Tu as trois lignes ici. Ici, tu as quatre lignes. Donc, je trouve que c'est un mnémonique qui est bien intéressant. Puis encore là, il n'était pas obligé de le faire, mais ça rajoute à la facilité, à l'ergonomie d'embarquer et d'essayer d'éviter qu'est-ce qui pourrait être des erreurs lorsque tu joues. Les piolettes ici, là, ça c'est du Dollarama, là, donc, ou Dollar Tree, ou peu importe comment ça s'appelle dans ton secteur. Donc ça, c'est mes bols pour jouer. Donc, ils sont lettres. Par contre, ces deux plats-là ici, que thématiquement, ils appellent ça les hangars, ça vient avec le jeu. Donc moi, ce que je fais, c'est que toutes les pièces sont dans des sacs plastiques. Puis lorsqu'un hangar est vide, mettons, je prends celui-là, mais ce que je vais faire, je vais mettre toutes les pièces de Paname ici, je vais mettre tout mon argent à l'autre bord, puis je peux les mettre un par-dessus l'autre. Donc ça m'évite des sachets. Puis c'est correct des sachets, mais vous savez, les ouvrir, les vider, les remplir, puis ils sont toujours moins larges qui sont hauts, fait qu'il y en a toujours qui tombent à côté. Ici, mine de rien, ça te donne une solution de rangement qui est déjà intégrée au jeu. La boîte, elle est petite, comme les jeux. Si tu as déjà joué à Horrified, tu connais la grosseur de la boîte. Mais regarde, ils ont quand même fait un effort de faire des inserts pour les cartes, les grandes cartes et les petites cartes, plus ici ton tunnel pour mettre tes pièces en sachet et tes hangars. Ça fit super bien ici.
bravo là, pour ça. Donc, ça évite encore là de jouer avec un paquet de sachets. En fait, je pense que j'ai juste 4 sachets, puis c'est un par joueur. Les règlements. Les règlements, 15, dans le fond, 16 pages. Si tu n'aimes pas l'esthétique à date de ce que je te montre depuis probablement à peu près 3/4 d'heure, tu n'aimeras pas les règlements parce que c'est l'esthétique qui est utilisée tout le long. C'est un livre qui est bien présenté. Regarde-moi ça, là, comment les pièces, là, ils n'ont pas essayé de faire quelque chose tu sais, là, t'as pas une personne en graphique là, qui a fait ça va être beau. Non, non. Tout est en ligne, tout est bien identifié, on ne se pose pas de questions. Mise en situation, l'overview, à toutes les fois que tu as la petite la steward, l'agent de bord ici, c'est généralement un truc des designers ou une note importante. Donc, toujours avec l'agent de bord à l'ancienne avec le petit chapeau, ici dans un encadré qui est d'une autre couleur. C'est un livre qui est super bien organisé. On peut rire de cette production-là, dire c'est-tu complexe, c'est pas complexe, mais il y a des gens qui devraient lire ce livre-là pour voir. Ce qu'on veut, c'est savoir comment jouer. Idéalement, on l'a lu une fois, puis on ne voudrait plus jamais y retoucher dans un monde idéal. Essaye pas de faire quelque chose extraordinaire avec du design, des blagues et compagnie. Ça marche très bien. Comme je te dis, il y a peut-être là, certains edge cases comme ce règlement-là qui est un petit peu plus dur à saisir, mais un coup tu te mets à jouer puis à tirer les manettes de ce que le jeu t'offre, c'est facile à suivre. L'iconographie représentée, les cartes directives, tu sais, puis ici, là, tu vois qu'ils font référence à route, mais ils l'ont mis ici le D. Ils n'ont pas juste écrit route area, ils ont mis la lettre. Et j'essaie de voir s'il y a d'autres places où ils font de même. Regarde ici, là, tous les areas. Au lieu de juste dire, mettons ici, Airport Area, ils t'ont mis le gros A en rouge, de la même façon comme c'était une étampe là, un petit peu usée. Donc, l'iconographie qui se répète. On a mentionné quand même l'histoire des 3 routes que j'aurais préféré avoir quelque part sur le board. Mais je crois que c'est... puis, une couple de petites règles. Comme je te disais là, tantôt, là, j'ai fait une couple de petites règles ici autour, mais c'est quand même mineur. Mais c'est important à se rappeler. Mais ça, c'est plus pour le board. Sinon, le livre, il décrit bien. Tu vois ici, là, partout, là, chacune des étapes. Tout est représenté. Donc, à un moment donné, rapidement, si tu cherches quelque chose par rapport aux directives, ben, tu cherches le gros E. Ici, ben, skip priorité access pendant le premier round. C'est normal, on n'en a pas mis à l'espace E ici. Fait que c'est d'une évidence, mais il y a un rappel. La phase de bid, la phase Panam, certaines règles alternatives. Essentiellement, c'est que si tu es tanné de jouer toujours à partir de Miami, il y a la ville de, je ne sais pas si je vais être capable de te le montrer comme ça ici, peut-être comme ça, Rome, qui aussi les 3 lignes débarquent à Rome, puis tu pourrais décider que ta partie démarre de là. Je ne l'ai jamais essayé. Puis ici, fin de la partie, des petites clarifications, et voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Il fait très bien la job qu'il a à faire. Écoute, je pense qu'on a fini de faire le tour de tout ça. Maintenant, il te reste à dire mon ressenti. C'est un jeu que j'ai joué à 2 à quelques reprises. Je l'ai joué à 3, je crois, à 2 reprises. Et je l'ai joué solo. 2 à 4. Merci à, je crois que l'usager sur BGG s'appelait Ducor95, je crois. Donc, je crois que c'est un collègue joueur français, je crois, qui a designé un mode solo. Le fait que ce n'est pas un mode officiel, on va parler du jeu à 2 et à 3 joueurs comme je l'ai joué. À 2 joueurs, c'est un jeu qui a un rythme un peu spécial parce que
je te dirais qu'il y a des décisions qui semblent évidentes quand acheter ou pas acheter des actions. Ça fait en sorte que rarement les parties, sauf une fois quand j'ai joué avec une vraie gamer, puis elle a vu, je dirais, plus de profondeur dans le jeu que ce qu'il y en a en réalité. Je l'ai déboîté peut-être de 10 points, mais autrement, c'est très rare que mes parties à 2 joueurs ont eu une différence de plus que 2 ou 3 points. Parce que le rythme, souvent quand un joueur va se lancer en achat, l'autre va suivre, justement pour ne pas créer d'écart, même si ça peut lui rapporter des difficultés financières un peu plus tard. À 3 joueurs, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Aussi à 2 joueurs, tu joues avec 5 ingénieurs. Donc, clairement que tout le monde, quasiment tous les tours, vont venir chercher une carte directive. Quand tu joues à 3 joueurs, tu as un ingénieur de moins. Tu joues à 4. Dans le fond, à 4 workers, à 4 travailleurs, parce que c'est un worker placement, là, dans le fond. Et là, la dynamique de jeu, elle change parce que là, tu n'as plus ce souk à la corde-là à 3. On occupe un peu plus de place sur le board. Habituellement, ton cinquième bonhomme là, que tu viendrais mettre ici là, pour avoir des cartes, un de moins, là, tu veux aller chercher des choses autour. Et donc, j'ai trouvé ça plus intéressant. Ça joue bien à 2. C'est correct. Mais si tu es un gros gamer, c'est peut-être un petit peu léger. À 3, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. C'est un jeu qui, pour un jeu, je dirais, je sais pas, là, on connaît les jeux experts, les jeux initiés, j'oublie c'est quoi, là, quand on dit, là, c'est pas un jeu de débutant, en anglais, ils vont dire un gateway, mais je vais dire un jeu de grande surface qui a étonnamment de règles et de fonctions qui sont, je dirais, habituelles pour un gamer, mais un non-gamer, quelqu'un justement qui est habitué à jouer du Monopoly, des trucs de même, ça va le mélanger. La question de dire que quand tu mets un ouvrier sur une fonction, mais que tu ne le fais pas tout de suite, ça c'est de l'encan. Là en ce moment, là, on fait juste tirer. Les gens sont portés à dire je mets mon joueur puis je le prends. Non, 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 non. Tu mets et tu patientes. Wow, ça rajoute une twist. On ne reparlera pas là, des règles de placement, là, qui est la règle complexe, parce que même comme gamer, la première fois, il y a un peu de friture sur la ligne. Le fait que l'ordre du jeu, c'est pas simplement on se passe le pion puis on tourne la table. Au prochain round, je te donne le pion, ça part à côté, ça tourne la table. Après ça vient à moi, ça tourne. Non, 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 non. Ça vient briser l'ordre du jeu. Ça va créer de la friture sur la ligne. Les cartes d'événements qui viennent rajouter là, des bonus ou des malus, ça vient rajouter de la friture sur la ligne. Et tout ça, pour quelqu'un qui est un joueur, je vais dire grand public, ça va être une étape qui va être lourde au début et souvent ça va lui prendre une partie au complet avant de saisir toutes ces nuances-là, avant de dire là je comprends et là je suis prêt. Ce qui veut dire que pour un jeu de gamer, c'est pas trop léger. C'est un jeu qui est léger, là, on ne se trompera pas avec ça, mais il n'est pas trop léger. Il y a encore assez de décisions, de fun. Le fait que tes cartes, tu peux t'en servir de 3 façons, puis quand tu les as mis dans ton tableau, tu peux après ça les récupérer, t'en débarrasser de ton tableau pour réclamer d'autres routes. Toute cette question-là de dire de ma main au plancher, à la discarte, il y a de quoi qui est cool au niveau de la prise de décision. Je ne te dis pas que c'est de la décision super profonde, là, attends-toi pas à ce que ce soit un Lacerda, mais c'est un jeu que tu peux facilement sortir après souper. Tu sais, comme je disais, là, si t'es-tu avec Fayum, je te disais, t'as pris une coupe de. T'as pris une ou deux coupes de vin, là, puis tu veux pas avoir une heure de teach, là, ça tu peux le mettre, puis avoir une belle soirée de gaming, même si c'est pas très profond. Et je pense qu'on a fait pas mal le tour de mon ressenti. Donc, si c'était que ça, je te dirais à essayer avant d'acheter. À moins que tu le trouves seconde main. Moi, je le garde pourquoi? À cause
du joueur qui a fait, pas cela, qui a fait ce mode solo-là, que j'ai recopié parce qu'à un moment donné, j'étais sur une bulle j'avais envie de faire des cartes. Fait que j'ai demandé la permission à l'usager, puis j'ai refait en mode carte. Donc, comment faire le setup, how to play, les règles du pouce, comment résoudre les événements, comment résoudre pour le AI chacune des zones. Puis après ça, ça joue avec 2 dés. Fait que j'ai été encore là au Dollarama. Puis tu brasses des dés. Puis ça ici, ça devient la charte de décision de l'AI. Plus il y a ici des plus grosses chartes que le joueur a fait ici. Donc la plupart des gens, ils ont mis ça sur des feuilles autocollantes, puis ils l'ont collé soit sur un carton, sur... comment vous appelez ça, collègues européens? Je pense du carton plume, vous appelez ça? Nous, on appelle ça du foam, là. Donc sur des foams. Moi, comme tenu que j'aime ça faire des cartes, je les ai faites en mode carte en mettant les couleurs ici pour m'aider à retrouver. C'était dans New Delhi, ben, il est dans le orange, Tokyo est dans le vert, San Juan est dans le rouge. Mais c'est les mêmes règlements, j'ai rien modifié. Et je pense que je le jouerais solo. En fait, non, je ne pense pas. J'aime mieux le jouer solo que de le jouer à 2 personnes. Pas qu'il ne marche pas bien à 2 personnes, mais le fait que l'intelligence artificielle, ou appelons ça plutôt l'arbre de décision défini par ces cartes-là, les règlements qui sont ici, vont créer une forme de chaos qui n'est pas toujours logique et souvent qui va venir nous voler des cartes, nous voler des avions, nous voler des routes. Et j'aime bien ça. Encore là, ça fait un jeu léger, mais que je peux passer une belle soirée de dire j'ai pas le goût là, de me tabler là, un gros jeu. Je le mets, j'en ai pour 1 heure. J'ai une belle expérience chill. Puis c'est ça. Donc, j'ai fait beaucoup de commentaires sur le qualitatif, mais si tu remarques, là, écoute, pour le prix que tu as, bien que rien n'est détaillé, tu as quand même du plastique moulé, tu as quand même des avions. Les jetons, l'argent, c'est cheapette, mais les points qui sont définis comme étant des actions, c'est très bien. J'ai pas grand-chose de négatif à dire. Comme je te dis, à part le fait qu'à 2 joueurs, je trouve que la tension, elle est un peu faible. Mais si tu joues, si tu as le goût de jouer avec un gamer puis tu veux juste pas te casser une nanette, ou si tu as des gens autour de la table qui sont moins gamers, je pense que ça peut être intéressant. Moi, ça, de toutes les Prosperall que j'ai eu, en fait, j'ai eu Jaws, j'ai eu Horrified, j'ai eu Fast and Furious. J'en ai-tu essayé un autre? Je me souviens pas, mais lui, c'est le seul qui a survécu parce qu'il a assez de profondeur et de rejouabilité pour faire en sorte qu'il peut rester. Il va se faire remplacer un jour. À un moment donné, là, nos collections, c'est ce qu'on fait. Hein? Des fois, on en vend parce qu'on veut créer de la place. Mais je pense que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Puis, je ne vois pas le jour où je vais m'en débarrasser. Fait que, écoute, c'était ça pour ma critique du jeu Panam de Prosperall. J'aimerais ça te mettre la boîte comme je fais d'habitude. Hein? On va essayer là, pendant les déballages. Là, tu vas entendre beding badang. Tiens, je te fais ça comme ça. Fait que c'était ça ma revue de Panam, ou plutôt ma critique. J'espère que ça t'aide. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Puis on se revoit très bientôt. Salut là.